Mais voilà, on est très heureux d'accueillir Jean-Noël Falcou. Je vais vous dire quelques mots avant de laisser la scène. Alors, moi, j'ai découvert le livre de Jean-Noël à sa sortie au mois de février cette année. Et en lisant les premières pages, en fait, j'ai tout de suite compris qu'on avait non seulement affaire à un auteur, à un agriculteur qu'on dit spécialiste des agrumes, du coup, qu'on appelle aussi dans le milieu agrumiculteur, mais également à un véritable acteur engagé sur son territoire dans les dynamiques d'agroécologie. Et en lisant ces pages qui agissent comme un véritable témoignage de sa vie quotidienne, ça a tout de suite eu des effets de résonance avec des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres producteurs qui, eux aussi, mais différemment, s'impliquent sur leur territoire. On voit bien à travers son livre, en fait, comment l'agriculture est un sujet profondément politique. Et comment être agriculteur aujourd'hui peut devenir une forme d'engagement politique concrète. On a donc trouvé pertinent d'inviter Jean-Noël et d'autres paysans, paysannes, afin de mettre en regard différents territoires, différents modes d'agriculture, de production et de distribution. Pour vous les présenter plus précisément, nous invitons donc Jean-Noël Falcou, agrumiculteur à Valoris, Poussy, maraîchère à Brignoles, et Bojane, maraîcher à La Brianne, tous les trois reconvertis à l'agriculture après une première expérience professionnelle dans des domaines différents, mais tous les trois engagés pour défendre une agriculture paysanne et valoriser ce métier. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Et pour animer cette rencontre, on a souhaité faire appel à Marion Schnorf, ici présente. Marion est urbaniste, elle a fondé et dirigé la Cité de l'Agriculture à Marseille avant de s'installer ici dans le pays de Forcalquier. La Cité de l'Agriculture, c'était une association à Marseille qui a accompagné de nombreux agriculteurs et agricultrices à l'installation en contexte urbain et qui a œuvré pendant 10 ans à réimaginer en fait les relations entre ville, alimentation et agriculture. Et elle a subi une brutale liquidation judiciaire. Donc on voulait aussi rendre hommage à la Cité qui était initialement partenaire du festival cette année. Je pense qu'on peut applaudir vraiment le travail de qualité que la Cité a mené pendant toutes ces années sur le territoire. Un très grand merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Louise pour cette introduction. Je suis extrêmement contente d'être là et extrêmement contente que vous soyez là aussi. J'ai 6 questions avant de démarrer. La première, c'est j'aimerais savoir qui est agriculteur, agricultrice ou paysan, paysanne ici. Plus haut. Ok. J'aimerais savoir qui pense s'installer en agriculture dans les 3 à 5 ans. Oui, ouais. J'aimerais savoir qui, sans être soi-même paysan ou paysanne, pense bien embrasser le sujet, en tout cas le connaître bien. Une personne, 2. Et donc celles qui pratiquent et ceux qui s'installent ne pensent pas maîtriser le sujet. Ensuite, j'aimerais savoir qui a lu le livre de Jean-Noël. Qui est là pour intérêt pour le concept de biorégionalisme et qui pense appliquer les principes dans sa vie quotidienne. Ok. Et qui habite dans les 45 km qui entourent l'aire géographique depuis laquelle on parle. Ok. 50, ça rentre. Très bien. On va parler beaucoup d'agriculture, mais aussi beaucoup de littérature. On va, en parlant d'agriculture, évoluer au cœur de la réflexion que porte le festival, avec son titre « Réhabiter ». Réhabiter, c'est quoi ? Vous m'entendez bien avec la pluie, là ? J'ai l'impression que c'est sourd. Ouais, ok. Réhabiter, c'est quoi ? C'est se réhabituer à vivre au sein d'aires qui ont été précédemment perturbées et endommagées par l'exploitation. C'est la définition de Mathias Rollo. Et c'est aussi réapprendre à se lier à un lieu de vie en prêtant attention à toutes les formes de vie humaines et non humaines et en considérant qu'on peut faire communauté avec elles. Alors vous allez me dire que l'agriculture s'est déshabituée à fonctionner en symbiose avec son territoire, que l'agriculture arrive omnipotente sur les parcelles qu'elle investit. Je vais vous dire, bon, c'est vrai, mais il y a quand même d'autres manières de faire, on les connaît, on sait qu'elles fonctionnent. Vous allez me dire, bof.
bof, peut-être, mais c'est à la marge. Et puis cette agriculture qui essaye d'articuler écologie et agriculture et production agricole est en recul. Tu le vois dans les discours politiques, tu le vois dans les votes. Je vais vous dire, ok, vous avez raison, vous réussissez à me saper le moral. Et puis je vais renchérir en disant que l'agriculture s'actionne dans des circuits politiques, économiques, financiers, qui sont hautement complexes et qui se placent à une échelle qui est pas du tout celle du biorégionalisme. Ensuite, j'ajouterai que quand on parle d'agriculture, on l'articule rarement à la matérialité, à la sensorialité et à la poésie, et que personnellement, réduire l'agriculture à sa compétitivité, à sa technique et aux accords commerciaux m'a fatiguée. J'aurais aussi envie de vous dire que la finesse de la cause agricole et l'intelligence continuent d'exister, et que j'ai envie qu'on en discute avec des personnes qui pratiquent ce métier. L'idéal serait d'échanger avec elles et qu'en plus, elles soient chouettes. Je vous présente 3 chouettes personnes qui font de l'agriculture sur 3 territoires différents. 3 territoires différents, mais qui pourraient, si on voulait, considérer que c'est une biorégion. Jean-Noël ? Non, attends, je te présente d'abord, je te présente. Pas tout de suite. Tu es agrumiculteur. À 24 ans, tu t'es installé sur le terrain de ton ancienne belle-mère, avec ton ancienne compagne qui travaillait avant ça dans le droit international. Tu es à Valoris, dans les Alpes-Maritimes. Tu as mis entre parenthèses ta carrière d'instituteur. Tu vends des agrumes, peut-être plus, tu le diras. Tu distilles la fleur d'oranger, les roses, la verveine, la lavande. Tu es conseiller en culture pour un grand groupe grassois. Tu es auteur. Tu as publié Cultiver des légumes bio en 2023 et des agrumes. Des légumes bio, pas du tout. T'es agrumiculteur, mais tu fais des légumes. Et Journal d'un paysan en 2025, donc publié aux éditions Wild Project. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais dans Journal d'un paysan, tu dis que certains jours, tu parcours 300 km pour aller sur tes zones de production. Tu nous diras si c'est toujours le cas ou pas. Journal d'un paysan, c'est un journal intime dans lequel tu chroniques chaque jour de l'année 2022. C'est une écriture simple, concrète, qui emmène, pour celles et ceux qui l'ont pas lu, qui atteste du bon sens paysan, qui parle de l'engagement, de la dureté, de la rudesse, des efforts du métier, du stress, mais aussi de la joie, de la solidarité et de l'amour. C'est une écriture qui est pleine de philosophie et pleine de poésie aussi. Poussy. Tu es maraîchère depuis 6 ans, après avoir été artiste performeuse. Tu as travaillé sur une ferme que je connais bien à Marseille, la ferme Capri, qui était un ancien délaissé autoroutier. Et je connais ta manière de travailler, de l'amour, du soin, de la technique, beaucoup d'heures de travail, une once de sorcellerie. Tout ça fait que c'est hautement productif et en qualité et en quantité. Aujourd'hui, tu es en espace test agricole à Saint-Maximin dans le Var, près de l'autoroute parce que t'adores l'autoroute. Ou alors il y a un problème de foncier en agriculture, on va voir. Tu produis des légumes avec un modèle extrêmement diversifié, essentiellement pour les restaurants. Et tu as remporté un appel à projet hyper quali à Marseille, à la Bastide Montgolfier, dans le 14e arrondissement, sur laquelle 2 hectares de terrain sur lesquels tu vas t'installer fin 2026. Ce sera donc ta 3e installation, ou peut-être même ta 4e, tu nous le rediras, en 5 ans. Boyane. Tu es maraîcher au GAEC La Belle Terre, à la Brianne, dans les Alpes de Haute-Provence. Avec ton associé, qui est également ton ex-compagne, tu t'es installé il y a 10 ans sur 5 hectares, qui était un champ labouré. Aujourd'hui, ces 5 hectares sont une zone de production de légumes bio, comprenant aussi un labo de transformation et 150 poules pondeuses, 2 activités que vous ne gérez pas vous-même, mais que vous accueillez. Il y a 10 ans, vous arriviez alors tous les deux de Zurich, où toi, tu étais ingénieur agronome et tu travaillais pour le commerce équitable. Tu gagnais alors très bien ta vie, un peu moins maintenant. Et vous avez 3 enfants tous les deux, ils ont 10 ans, 8 ans et 3 ans. À La Belle Terre, vous devenez partenaire d'Échanges Paysans, une plateforme de distribution en filière courte pour la restauration collective qui a été mise en place dans les années 2000 dans les Hautes-Alpes et qui est expérimentée depuis 1 an dans les Alpes de Haute-Provence avec 4 producteurs et un point de collecte à la Brianne. L'objectif, c'est de faciliter la distribution pour les producteurs et les productrices.
Dans un contexte gravissime, j'ose le mot, où 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans moins de 10 ans. Donc je laisse nos cerveaux se poser la question de comment on va manger. Je suis tout de même extrêmement heureuse d'animer cette table ronde, que j'espère à l'image du livre, accessible, simple, concret. Et une discussion assez vivante, je l'espère aussi, donc ça repose sur nous toutes, autour des pensées du quotidien et du vécu des personnes qui font de l'agriculture, qui ont choisi ce métier en reconversion professionnelle, vous l'avez compris. Je vous propose une structure qui mêle des lectures, donc j'espère que vous êtes aussi là pour ça, que vous n'avez pas trop froid, que vous êtes dans des bonnes conditions, parce qu'on va lire, et des discussions sur des thèmes qui irriguent le livre. Il a fallu faire des choix. Chaque thème aurait pu remplir une table ronde d'1h30, je vous préviens. Et on a une heure et demie d'échange, de discussion, et ensuite on aura 30 minutes de questions-réponses avec vous. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que ce que j'ai pris moi à lire ce livre et à réfléchir à comment on allait vous en parler aujourd'hui. C'est parti ? Jean-Noël. Alors bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Je suis très, très heureux de participer à cette table ronde. Donc, je vais vous lire des extraits que Marion a sélectionnés. Lundi 2 mai. Aujourd'hui, on me donne du Monsieur Falcou. Je suis identifié comme le spécialiste français du bigaradier. J'écris des bouquins, fais des émules sur la fleur d'oranger, les distillations à façon, réponds aux multiples sollicitations. Sauf que dans les faits, je reste le plouc sans terrain qui distille dans le garage de la maison qu'il loue. Vendredi 7 octobre. La présentation du plan alimentaire territorial de mon agglomération démarre par la présentation du diagnostic agricole. Le résumé est simple, manque de terres agricoles, donc d'agriculteurs, logement trop cher, point final. Tout le reste découle de ce constat de base. Pas de terre, pas de paysans, pas de produits locaux. Aujourd'hui, quand on dit produits locaux, les gens entendent curiosité hors de prix qui fait plaisir. Demain, ils comprendront que c'est une question d'indépendance et de sécurité alimentaire. Mardi 11 octobre. La cinquantaine, l'air dandy, Silver paraît profiter de ses vacances même quand il travaille dur. Le regard doux, le jugement sûr, sa placidité corporelle permet à son esprit affirmé d'observer, d'analyser, de décrypter sans juger. C'est un mec qui a tout pour réussir et les moyens d'y arriver. Il vient d'acheter 2 hectares pour y planter de la rose et du jasmin, ne s'inquiète pas plus que ça pour trouver des plants, des ouvriers, des saisonniers et des clients. Il a raison, il a l'essentiel, le terrain. Pour moi, ces 3 extraits pointent la problématique essentielle, une des problématiques essentielles de l'agriculture, à savoir l'accès au foncier. Et du coup, j'aimerais connaître, pour tous les 3, quel est votre parcours, comment vous le qualifieriez, facile, trop facile, un peu compliqué, et que vous puissiez aussi décrire synthétiquement, mais le foncier sur lequel vous cultivez, à savoir est-ce que c'est une parcelle, plusieurs parcelles, est-ce que c'est l'endroit où vous logez, ou est-ce que vous devez vous lever le matin et faire 55 km pour aller cultiver. Moi, c'est compliqué, parce qu'il y a 20 ans d'arriéré. Donc j'ai commencé, comme tu l'as dit, sur le terrain de mon ancienne belle famille. Et ce qui a fait que je suis devenu agriculteur sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais juste éviter que les arbres qui étaient sur le terrain abandonnés depuis 20 ans continuent de crever. Et je voyais que les fruits que je vendais, j'étais instit à l'époque, les fruits que je vendais à l'école plaisaient. Et je me suis dit, bon, allez, on va retaper le verger et on essaye de vendre les fruits pour ça. Mais j'avais pas une grande réflexion sur une carrière d'agriculteur, une vision à long terme, ni même les compétences pour être efficace au démarrage. Et par contre, j'ai pas eu de loyer à payer, puisque j'étais sur le terrain de la belle famille et qu'ils habitaient sur place. Et je pense que si je suis agriculteur encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas eu de loyer à payer au début de mon installation, alors que je n'y connaissais rien, objectivement. Et après, bon, les choses ont changé.
j'ai jamais vraiment réussi à... En fait, j'étais en commoda, ce qu'on appelle commoda. Donc, c'est-à-dire, c'est un accord oral. Donc, j'avais l'accord oral de cultiver ce terrain, mais sur lequel, du coup, je ne pouvais pas investir puisque j'avais aucun droit sur ce terrain-là. Donc, ça a aussi beaucoup orienté mes pratiques agricoles parce que quand vous investissez pas, j'avais pas forcément de machine, j'avais pas d'outils de transformation, j'avais un hangar qui était ce qu'il était. Et du coup, ça a orienté aussi mes pratiques agricoles beaucoup. Et j'ai fini par... J'ai commencé ensuite par prendre d'autres parcelles en commoda oral pour compléter mes revenus. Et j'ai passé pas mal d'années comme ça à investir des parcelles, puis les perdre, parce que les propriétaires les vendaient, changeaient d'avis, décédaient. J'ai eu à peu près tous les cas de figure. Et là, ce qui est de nouveau pour moi, c'est que depuis 1 an et demi, j'ai signé mes premiers baux ruraux, donc c'est-à-dire vraiment une convention qui protège l'activité du producteur. Et donc aujourd'hui, je suis à Montsartou. J'ai réussi à agglomérer, à convaincre plein de petits propriétaires, les uns à côté des autres, de me louer certaines de leurs parcelles, certaines pour du long terme, 15 ans, donc j'ai mis des arbres, d'autres à court terme, 5 ans, donc j'ai mis de la rose, d'autres en commoda oral, 1 an, prêt à usage, on appelle ça, donc il y aura des légumes. Et là, pour la première fois, il y a 2 mois, j'ai pu acheter une toute petite parcelle. Alors on parle vraiment de micro-parcelles, de 2000 m², 2500 m². Ce qui fait que maintenant, je suis fixé sur ce terrain qui fait 1,5 hectare, 2 hectares, et que j'ai déménagé il y a 1 mois à côté, en lâchant toutes mes autres parcelles en commoda. Voilà, l'histoire. Donc 20 ans. Il faut 20 ans pour avoir 2000 m². Voilà. Enfin, là, maintenant, j'ai à peu près 1,5 hectare, 1,5 hectare, 2 hectares. Quoi. Aussi. Moi, je suis carrément... je ne suis pas propriétaire, je n'en ai jamais même rêvé, en fait, tout simplement. Voilà. Et en plus, j'ai toujours travaillé jusqu'à présent sur des terrains sur lesquels je suis de manière provisoire. Donc c'est encore une difficulté ou pas. Le premier terrain, il appartenait à la mairie de Marseille et j'étais salariée d'une association. Le deuxième, qui aujourd'hui appartient au lycée agricole de Saint-Maximin, où je suis. Et le prochain appartient à la mairie de Marseille. Donc c'est encore un peu différent quand on est sur des métropoles comme à Marseille par rapport au milieu rural, on va dire. On n'est pas sous l'égide du droit rural, donc il y a des façons différentes de signer des baux, mais bon, c'est à peu près pareil. J'habite à 28 km de mon terrain. C'est ce que je peux me permettre, voilà, au niveau de ma vie, de mon loyer, et d'habiter en collectif. Donc j'habite en collectif, loin de mon terrain. Donc, j'habite dans un lieu collectif où on croit que c'est un écolieu, où on fait du jardin, alors que pas du tout, il n'y a pas de jardin, et je refuse d'en faire à la maison. Et moi, je fais tous les jours 25 minutes à peu près de voiture pour aller à mon jardin. Et c'est un de mes plus gros postes de dépenses, en fait, l'essence et l'entretien des véhicules. Voilà. Nous, c'était plutôt un parcours classique. On était en vadrouille dans le sud, à regarder un peu à droite, à gauche, à faire du woofing, à chercher des endroits ou des fermes à reprendre. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille quelque part pour gagner quelques sous. Et on a travaillé chez Julien Romy, notre voisin, à la Brianne. Et pendant cette année, il nous a dit, en fait, il y a les terres à côté qui sont à vendre. Et quand j'ai travaillé chez lui, j'ai vu la terre qu'il avait. La terre, elle est juste magnifique. C'est une super bonne terre pour le maraîchage. Et du coup, du jour au lendemain, entre guillemets, on a dû se décider, est-ce qu'on veut s'investir là ou est-ce qu'on ne veut pas? Et c'est une sacrée décision. Et on a du coup postulé via la SAFER pour 5 hectares sur le lot de 20 hectares qui étaient à vendre. Parce qu'on s'était dit 5 hectares, ça va nous suffire pour faire ce qu'on veut faire. Et on a eu 5 hectares et on a eu le droit de choisir les 5 hectares d'un seul tenant sur une super belle terre. Chance incroyable. Et
On a, du coup, après derrière, direct, ça a démarré direct. C'était un champ labouré et on a souscrit en décembre et on devait livrer les premiers paniers en avril. Il n'y avait pas d'irrigation, il n'y avait aucun bâtiment. On a monté les serres sous la neige et sur un champ labouré. Et j'ai tiré au siphonnage de l'eau du canal qui était au-dessus. Ça m'a pris longtemps jusqu'à ce que j'ai réussi à avoir le coup. Et la belle-mère, elle a arrosé les premières mâches à l'arrosoir. Voilà. Et du coup, depuis 10 ans, ça a bien avancé. On a du coup 3 trajectoires hyper différentes. Est-ce que vous auriez un avis sur un idéal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour avoir un accès au foncier plus facile? Et voilà. Mon avis, c'est que tout propriétaire de terre agricole qui n'en fait rien devrait en être dépossédé. Et que ces terres devraient appartenir à la collectivité et qu'elles devraient être distribuées à ceux qui ont envie de travailler dessus, quoi. Je pense qu'on est dans cette urgence-là. Enfin, vraiment, on est à ce niveau-là. En fait, le truc très grave aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont des terres et qui veulent pas les lâcher et qui n'en font rien, quoi. Donc après, il y a plein de détails sur lesquels on peut discuter, mais le cœur du problème, c'est quand même ça, selon moi. Et puis après, il y a aussi la question du logement, effectivement, où les endroits où on trouve des terres, des fois, c'est pas forcément celle où il est facile de se loger. Et qu'aujourd'hui, en fait, pour être un petit paysan qui gagne pas grand-chose, il faut d'abord être un rentier ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent d'une vie précédente professionnelle. Et quand c'est pas le cas, comme pour moi, par exemple, c'est quand même un peu complexe et on peut pas forcément... du coup, ça dirige quand même notre trajectoire et les façons dont on travaille et les produits qu'on va faire, etc., quoi. Donc, c'est quand même un vrai truc. Quand tu dis que ça dirige le travail que tu vas faire, tu peux préciser ? Oui, je peux préciser très simplement pour moi. Aujourd'hui, je travaille pour des chefs et des restaurants sur des produits qui sont des produits de niche pour certains, et j'aimerais peut-être faire des produits qui sont plus accessibles. Et pour l'instant, je peux pas me le permettre pour démarrer. En fait, pour me tirer un salaire, je suis obligée de faire des choses qu'on valorise en fait d'une certaine façon. Alors, ça me plaît, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, pour moi, c'est presque pas un choix en fait. Ouais, alors, je vais dire à peu près la même chose que toi. Je pense que, encore une fois, je vais enfoncer pas mal de portes ouvertes, hein, mais si on veut des produits agricoles, il faut des terrains cultivés. Il y a beaucoup de terrains de terres fertiles qui ne le sont pas, parce que, pour des raisons spéculatives. Et alors oui, il y a la possibilité de déposséder les propriétaires. Moi, je pense surtout qu'il faut sécuriser les paysans dans leurs pratiques. Et ça veut dire qu'il faut penser indépendamment, il faut différencier la question de la propriété et la question de l'usage. C'est pas important de savoir à qui appartient la terre à partir du moment où on est certain qu'elle soit cultivée. Et moi, je fais partie de ceux qui sont archi convaincus que les terres fertiles sont un bien commun et qu'elles devraient être traitées comme telles. C'est-à-dire au même titre qu'on a une loi littorale qui protège nos littoraux ou une loi montagne, une loi rivière, il devrait y avoir une loi terre fertile qui consacre la vocation et des terres fertiles et du coup qui sécurise l'usage des terres fertiles pour les paysans et les paysannes. Et ça ne veut pas forcément dire spolier les producteurs. Et il existe les producteurs, spolier les propriétaires, mais ça veut dire qu'on peut trouver des mécanismes pour arriver à ça. Mais encore une fois, il faut poser la première pierre de dire les terres fertiles sont un bien commun et elles doivent être cultivées. Et c'est vrai que moi je trouve pas normal et c'est archi problématique qu'aujourd'hui on soit autant en difficulté à accéder à la terre pour ensuite trimer dessus, pour ensuite se dégager un petit salaire. À un moment il y a un truc qui va pas dans le maillon et le début ne convient pas. Et ça s'explique pour plein de raisons historiques qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un modèle assez spéculatif de l'agriculture. On est tellement peu rémunéré en agriculture qu'on a tendance à faire grossir les fermes, à faire des investissements, à acheter en se disant, bon, voilà, à la fin, je vends, je gagne pas grand-chose pendant tout ce temps-là, je grossis, à la fin, je vends,
Et on arrive à des modèles où les fermes sont tellement grosses qu'elles se vendent plus. Les anciens, ils en ont tellement que du coup, il y a plus assez pour les jeunes. C'est toujours des agrandissements et de moins en moins d'installations. Donc, à un moment, si on veut renverser ce système-là, je pense qu'il faut revenir vraiment sur redonner du sens à ce qu'on entend par le foncier agricole. Donc, bien commun, partage, équitable. Ouais, je peux lui demander de préciser avant de passer là. Trop bien. Je m'attache beaucoup à la question du comment. Et tu parles de mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que tu pourrais préciser les mécanismes qui permettraient de sécuriser les propriétaires qui n'aient plus peur de pouvoir donner accès au foncier? Il y a plein de mécanismes possibles. Moi, je trouve que voilà, il y a un stand Terre de Liens, par exemple, à l'extérieur. Ça peut donner déjà un modèle sur la base du volontariat, ce qu'on pourrait faire. Mais typiquement, le Conservatoire du littoral, c'est une agence de l'État qui est financée par des ressources extérieures. Donc, imaginons qu'il y ait une taxe sur les propriétés secondaires ou quelque chose comme ça qui abonde un fonds. Quand un propriétaire vend une terre agricole, ce fonds pourrait très bien racheter de la terre fertile, de la terre agricole, et ensuite la mettre à disposition des agriculteurs à un loyer non spéculatif. C'est-à-dire que si on a un loyer acceptable et qu'on sait qu'on est là pour longtemps, ça sécurise beaucoup la pratique. On n'a arnaqué personne dans l'histoire. Tout le monde est content. Et ça, c'est un des mécanismes. Mais il en existe plein d'autres. Enfin, on pourrait imaginer plein d'autres choses comme ça. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Obliger les propriétaires à louer, en fait, tout simplement. Tu sais que cette loi existe déjà, en fait. Ouais, mais bon. C'est-à-dire qu'on a déjà... Non, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'on a déjà une loi qui oblige un propriétaire à louer un terrain agricole au prix du marché s'il a reçu 3 propositions au prix du marché qu'il les a refusées. À ce moment-là, la commune peut faire une action auprès du préfet et obliger à bail. Mais personne ne le fait. Les communes... Enfin, c'est pas les communes, c'est les élus aux commandes des communes ne veulent pas aller contre les propriétaires fonciers, les obliger à mettre un agriculteur dessus. Mais ces dispositifs existent. Donc en fait, on a déjà toute une batterie de dispositifs qui permettent déjà aujourd'hui de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc plutôt que de réinventer, appliquer. Déjà appliqué, puis ça n'empêche pas d'inventer aussi. Pour moi, il y a aussi un autre problème structurel de l'agrandissement de la ferme, parce que ça, c'est quelque chose de naturel qui se fait. Je vois ça sur notre ferme. Ça fait 10 ans qu'on est installé. Là, notre ferme, si je me remets aux places où on s'était installé, on n'aurait pas pu reprendre la ferme comme elle est. Ça veut dire parce qu'on a pris des crédits qu'on a payés sur les durées de 10 ans, on a optimisé à fond toutes les dépenses. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la ferme, si on doit la reprendre, elle doit dégager tout ce qui a été fait pendant ces 10 ans. Et elle peut pas dégager ça. C'est pas. Et ça, c'est dans des autres. Dans l'élevage, c'est encore pire. Ça veut dire que c'est des modèles qui ne sont pas reprenables par de facto, parce qu'il y a eu de l'investissement sur plusieurs générations ou sur plusieurs dizaines d'années avec des crédits qui se poursuivaient, et la ferme, elle a dégagé juste assez pour payer ses crédits. Et à la fin, il y a 40 ans de crédits que la ferme, elle devrait dégager au moment où le jeune, il reprend. Ça veut dire que c'est de facto, c'est impossible que la banque, elle suive, parce que voilà, elle voit, la ferme, elle peut pas dégager ça pour rémunérer ce crédit-là. Et d'où la proposition, oui, déjà les terres, il faut qu'elles soient détachées de ça, et il faut que ce soit dans une fonction publique ou via le mode volontaire, mais le mode volontaire, il est génial, mais ça va prendre énormément de temps. Mais oui, dans l'idéal, c'est l'État qui s'en charge de louer les terres aux agriculteurs pour déjà enlever ce montant-là du coût d'investissement. Parce que nous, on voulait reprendre une ferme, mais en termes de finances, quand on est jeune agriculteur, quand on veut s'installer, on a, je sais pas, 50 000, 100 000, si on est vraiment, vraiment bien. Mais avec ça, on reprend pas une ferme, et la banque, elle suit pas. Du coup, pour moi, le plus gros frein pour les installations, c'est que le coût initial, il est trop élevé. Ça veut dire, et parce que la ferme derrière, elle peut dégager un salaire, mais elle peut pas dégager un salaire plus le remboursement d'un crédit.
Est-ce que la SAFER a été facilitante? Est-ce que la SAFER a été facilitante dans votre parcours? Pour nous, oui, parce qu'on a eu accès à ces terres-là. Mais ça, c'est que quand ça part par la SAFER. Il y a beaucoup de terres qui passent pas par la SAFER. Et la SAFER, elle a joué des rôles un peu différents dans les dernières années. Et nous, on a eu de la chance qu'on est arrivé sur une vague où elle faisait plutôt bien son boulot. Peut-être expliquer ce qu'est la SAFER. La SAFER, on va dire que c'est un organisme agricole qui fait du portage de foncier agricole. C'est-à-dire que quand tu as une terre agricole qui se vend, la SAFER peut la préempter. Et en général, elle le fait plus souvent. Elle est censée vérifier les prix de vente aussi. Et ensuite, elle les réattribue à des agriculteurs. Donc, elle étudie les projets des agriculteurs. Dans les faits, quand on est déjà agriculteur, on part souvent favorisé avec la SAFER. Et aussi dans les faits, et c'est une des critiques qu'on peut adresser à la SAFER, c'est qu'elle est gérée par la profession. Donc, souvent par la majorité de la Chambre d'agriculture. Donc souvent, les terrains, ils finissent aux copains des personnes en place, mais pas toujours. Enfin, sauf si tu as des copains à la chambre, je sais pas, mais mais en tout cas, voilà, c'est un super outil la SAFER. En fait, c'est toujours pareil. Quand quelque chose marche pas, c'est difficile de dire que c'est quand même bien. Mais moi, je trouve que la SAFER, c'est un très bon outil de gestion du marché si on le faisait avec un peu plus de transparence et un peu plus de pluralité. Je dis ça poliment. Hein. Est-ce que vous investissez tous les trois les instances de décision? Est-ce que vous êtes proche des syndicats agricoles? Est-ce que vous vous sentez représenté? Si c'est trop dur, on change de question. Non, alors moi c'est très particulier. Hein, je sais vraiment pas. Je suis proche de pas mal de. Bon, alors je suis plus évidemment proche de la Conf, la Confédération paysanne niveau syndicat. Je suis pas adhérent à la Conf pour des raisons internes Alpes-Maritimes, pas intéressantes à développer, mais je suis très proche de la Confédération paysanne. Après, moi je suis d'un département, les Alpes-Maritimes, qui est le département le moins agricole de France. Après le 75, mais bon, on le met à part celui-là. Et donc en fait, le peu d'agriculture qui reste chez nous, ça reste une agriculture paysanne très qualitative, même quand elle n'est pas en bio et même quand elle n'est pas faite par des gens de la Conf. Ce qui fait qu'on n'est pas dans un rapport frontal dans mon département avec la Chambre, même si, voilà, on n'a clairement pas les mêmes orientations professionnelles, hein, mais c'est des gens avec qui je peux discuter. En fait. Donc c'est un peu la raison pour laquelle je ne suis pas adhérent à la Conf, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne participe pas aux instances. Parce que je peux discuter avec des personnes avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Et après, excuse-moi, par contre, je suis assez investi dans tous les réseaux professionnels, lycée agricole, entente, syndicat des agriculteurs bio, institut technique, je suis administrateur de l'Institut technique plante à parfum. Enfin, voilà. Je fais pas mal de choses dans l'interprofession, mais j'ai pas d'activité estampillée. Moi, de mon côté, je viens d'un canton très rural en Suisse qui est de droite, hein, comme quasi tous les cantons ruraux. Et j'ai grandi là et j'ai appris, entre guillemets, à vivre avec les gens qui ne partagent pas du tout ma vision politique. Et du coup, pour moi, j'étais un peu réticent à adhérer à la Conf pour des raisons, justement pour pas faire cet affrontement frontal. Et j'ai décidé de m'engager à l'ADR, qui est plus dans l'action et entre guillemets de montrer via des actions pour le terrain et pour l'agriculture que voilà, je suis pas un politicien en fait. Et par contre, je trouve quand même que c'est important, c'est super important qu'on défend les droits
Mais en tant qu'étranger, je ne me sentais pas non plus à la place parce que déjà, je ne connais pas assez bien les profondeurs, les abysses des syndicats et de la politique. Et je n'avais pas non plus ni le temps ni l'énergie de m'y mettre dedans. Par contre, l'ADR, ça m'a bien plu. Voilà. C'est l'Association pour le développement économique et rural agricole. C'est une association qui a pour but d'investir dans le territoire et un des produits phares, entre guillemets, c'est l'installation, c'est l'aide à l'installation. On est un peu en concurrence avec la Chambre et la Chambre nous l'a bien fait remarquer là récemment. Voilà. Et de manière un peu schématique, c'est la déclinaison opérationnelle de la Confédération paysanne. J'aimerais qu'on revienne sur cette question plus tard, mais au prisme du terrain. On va passer à un autre thème, et promis, on y revient, mais avec une approche de votre vécu. On y revient. Tu peux reprendre la parole sur tes chroniques. Professeur Rose. Elle m'a donné des devoirs. Tout à l'heure, elle m'a mis des post-it et tout. Elle avait psychorigide. C'est le rose. Vendredi 1er avril. Sinon, le département est passé en alerte sécheresse. Il y a un vent à rebrousser les bois. Une vague de froid exceptionnelle est annoncée ce week-end. Le prix des matières premières explose. Covid, guerre en Ukraine, inflation. Et le foncier est hors de prix. Contexte idéal pour tester son amour du métier. Samedi 2 avril. Gel, dégâts, reportage aux 13h de TF1. Les collègues dépités entre fatalisme et exaspération. Si je n'ai pas essuyé d'impact majeur, grosse pensée pour les amis qui n'ont pas eu ma chance, pour les vitiers et les arbaux qui doivent en chialer sous la douche, alors que les téléspectateurs découpent leur rôti au chaud et perçoivent d'une oreille distraite l'occasion d'un « y a plus de saison » sans consistance ni substance. On se sent tellement démuni dans ces circonstances, tellement petit, faible. Toute l'année, on réfléchit, on technicise, on adapte, on rentabilise, on rationalise. Et en une nuit, en 1 minute 30 de reportage télé, on réalise ce que nous savons déjà, nous ne sommes rien. Lundi 4 avril. Nous avons donc connu la nuit d'avril la plus froide de l'histoire en France. Le vieil Henri, serein, m'informe qu'il ira vérifier cet après-midi que le gel est passé sans laisser de traces. Je ne pense pas risquer grand-chose, je suis au nord, moi. Les températures remontent doucement quand le soleil sort. Ceux qui sont au sud, eux, ils sont exposés au choc thermique. Le plus étrange est que la température du sol a dépassé les 12 degrés la semaine passée, relançant la vie microbienne qui provoque à son tour une poussée de sève perceptible à l'œil nu. Tout pousse d'un coup. Puis le gel, comme une claque. Entends-tu la dysrythmie entre les forces souterraines et les mondes aériens ? Les végétaux ne poussent pas, mais se parent de milliers de fleurs. Je prélève mes greffons tout en mitouflés. Les insectes éclosent pour mourir, à l'image du printemps. Mardi 5 avril. Pour suivre l'évolution de la fertilité de nos sols, nous avons mis en place un protocole de comptage et d'identification des vers de terre. Activité nouvelle, très amusante et tout à fait improductive pour le paysan. Les agronomes, eux, étaient aux anges. Cet après-midi, déplacement pour rendre visite à Sauveur, pépiniériste et producteur de fleurs coupées, avec lequel nous menons une culture expérimentale. Un vrai moulin à paroles. Il aime les plantes autant que moi, en parlant frissonnant, avec le visage simple et doux d'un colosse qu'on imagine bien s'emporter contre ceux qui chercheraient à abuser de sa gentillesse. Sa parcelle est grande, son outil de travail optimal. Toute la famille d'immigrés italiens vit et travaille sur place, des enfants s'éparpillent devant le pas des adultes. Pourtant, la question de l'argent, sans être un sujet de discussion, affleure dans tout son discours. La grêle de 2018 a failli les tuer, lui et sa famille. Il s'en relève à peine, confiant dans ses compétences, fragile dans sa situation. On m'a donné beaucoup de travail, beaucoup. Mardi 8 Pour vous novembre. donner accès au livre. Mardi 8 novembre. Chaque année, à cette même période, je me rends chez une productrice qui habite et travaille dans une zone particulièrement froide. Les flaques sont glacées, les arbres dénudés, le brouillard de mise, gants, bonnets, blousons ne me quittent pas. Aujourd'hui, j'y étais en t-shirt. Pas de flaques, encore moins de glace. Les arbres fanfaronnés accoutrés de leurs feuilles,
L'herbe verte méritait une fauche supplémentaire, n'importe quoi. Elle m'explique que les bergers ont dû abandonner certaines estives par manque d'eau ou d'herbe, ou les deux. 2 maraîchers ont tellement vu leur rendement baisser qu'ils ont mis la clé sous la porte. Ceux qui restent, dont elle, dont moi, regardent l'avenir avec inquiétude. Y aura-t-il de l'eau l'an prochain? Et le suivant? Y aura-t-il encore des bergers ici? Quelles cultures seront abandonnées? Lesquelles vont apparaître? Qui en vivra? Qui en mourra? Serais-je le suivant? Pour moi, ces 3 extraits pointent quelque chose dont vous êtes les premiers observateurs, observatrices, et les premiers confrontés à ça. C'est le bouleversement climatique, l'aggravation du changement climatique. Et j'ai l'impression, dans les discussions qu'on a pu avoir en amont de cette rencontre, que vous 3, chacun à votre manière, vous tenez bon. Quand d'autres abandonnent parce que c'est trop dur, je ne vous mets pas du tout en opposition avec les personnes qui craquent, mais je me demande quelle est votre vision de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut ne pas s'adapter? Et si on s'adapte, comment? Est-ce que c'est une question de choix de variété? Est-ce que c'est une question d'outillage? Est-ce que c'est une question de faire des choix qu'on nous a pas forcément appris? Peut-être, Poussy, tu peux commencer? Ouais, alors déjà, moi je me sens pas très légitime dans le tenir bon parce que en fait, je travaille pas depuis très longtemps, donc je pense que quelqu'un qui abandonne au bout de 20 ans, je le comprends en fait. Déjà, moi j'estime que j'ai la chance, étant une très jeune agricultrice, de pas avoir connu autre chose. Donc déjà, on n'a pas de point de comparaison comme les vieux à dire rien, il n'y a plus de saison et tout. Bon, en fait, ouais. Donc déjà, ça c'est pas mal. C'est terrifiant. En fait, l'été est terrifiant en maraîchage. Moi, je trouve que cette année, il y a eu quand même 2 canicules. Je me suis demandé tout l'été qu'est-ce que je foutais là et qu'est-ce que je foutais là, quoi. C'était quoi ces choix de merde, de vie de merde, en fait. Vraiment, c'est très sérieux. Je pense qu'on est tous au même point. Le premier truc, déjà, pour moi, c'est de pouvoir parler avec des collègues et de pouvoir appeler des gens qui sont près de nous et voir qu'on craque tous. Mais ce qui est bien, c'est qu'on craque pas tous la même semaine et tout, donc on peut s'entraider et se soutenir. Donc déjà, ça, c'est un facteur humain important. Aussi pour pas se sentir seul, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez fort au-delà de la technique, c'est on l'a entendu dans les passages que tu dis, c'est de pas s'isoler en se disant moi je comprends que c'est la merde et les autres gens ils comprennent pas parce qu'ils sont dans un bureau avec la clim et tout. Il y a quand même un truc où ça c'est quelque chose qu'on ressent en fait parce que tout le monde souffre des canicules et nous on a l'impression que on a toutes les alarmes devant nous, beaucoup plus peut-être que plein de gens qui nous entourent et qui font pas le même métier. Donc il faut rester se recentrer et se dire ok, je suis pas, en fait je peux pas me laisser envahir par la panique, mais voilà. C'était quoi exactement la question? Comment on tient bon? Est-ce qu'on s'adapte? Non, est-ce qu'on s'adapte et comment? Je pense que, encore une fois, dans le cadre de maraîcher, en fait, déjà, pour être maraîcher, il faut être vraiment fou. C'est... non, mais vraiment, pour plein de raisons, je suis sûre que Boyan sera d'accord, mais il faut déjà aimer énormément les difficultés. Il y a quelque chose qui est déjà assez spécial. Elle est là pour vous donner envie. Non, mais en fait, il y a des gens, ils ont un caractère pour ça. Voilà. Moi, je le savais pas, mais maintenant, je le sais. Et en fait, on est tellement déjà toujours dans des difficultés et toujours dans des urgences et toujours dans des trucs compliqués à gérer et dans des maladies et dans des ravageurs et dans des nanana qu'on n'avait pas imaginé que en fait ça devient normal. Et en fait, c'est notre première chose qu'on fait tous les jours, c'est faire des choses, gérer des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc oui, le dérèglement climatique, il est prévu et en même temps, il a des conséquences pour lesquelles on n'est pas outillé. Moi, je trouve ça hyper. Si je peux faire une mini parenthèse très rapide, mais je trouve que dans les journées techniques qu'on a avec le GRAB, avec Agribio, avec d'autres qui sont des journées qui sont censées nous outiller, on en parle très peu en fait finalement. C'est quand même quelque chose qui est pas, qui pour moi est de façon très minoritairement abordé quoi.
Et en fait, on voit que la recherche, elle a 10 ou 20 ans de retard par rapport à nous, quoi. Du coup, on est là et on est obligé d'être des chercheurs aussi. Donc ça, c'est un peu motivant dans un sens, en fait. Savoir comment on va gérer l'eau, savoir comment on va repérer tel ravageur et comment on va pouvoir éventuellement faire quelque chose. Voilà. En fait, ce truc-là, si on est un peu... Je pense que tous les paysans sont un peu des géotrouve-tout ou des gens qui aiment bien chercher. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... C'est bizarre, mais c'est stimulant intellectuellement, en fait. Du coup, on est obligé de s'adapter. Et puis, l'autre chose, c'est de écouter ses limites. Enfin, là, c'est vraiment de la survie, mais des fois, écouter ses limites physiques. En fait, on peut pas travailler sous 40 degrés tous les jours aux mêmes horaires que d'habitude. Donc, en fait, il faut se réhabituer et des fois, se réadapter. Et des fois, en fait, il y a juste à aller à la rivière et à plonger dans l'eau fraîche et à se dire qu'on attend le soir pour retravailler. Et en fait, la situation est horrible, mais cette situation-là, c'est un luxe aussi de pouvoir aller se baigner la journée et se dire qu'on va travailler le soir à la place ou qu'on va faire autrement et qu'en fait, on va pas niquer notre premier outil de travail, c'est-à-dire nous. Voilà. Mais franchement, je trouve que c'est quand même dur de rester positif par rapport à ça. De mon côté, moi, je me suis installé entre autres parce que j'ai étudié le collapse dans tous les sens pendant toutes mes études. Chaque professeur m'a dit d'une autre manière que le monde il va s'écrouler. Et du coup, le changement climatique, ça en fait partie. Et malgré ça, je me suis installé, oui. Ou peut-être pour ça, je me suis installé. Et pour le maraîchage, c'est entre guillemets plus simple de s'adapter que pour l'arboriculture. Sauf s'il y a plus d'eau, voilà. Et du coup, il y a 3 ans, d'ici 3 ans, il y avait les restrictions d'eau pour la deuxième année de suite. Et l'hiver, après les canicules et après les restrictions d'eau, on était là à chercher des terrains ailleurs. Voilà. On était là à se dire, en fait, s'il n'y a plus d'eau, on ne peut plus rester. Ailleurs, c'est où? Je sais pas, Tours. On a cherché autour des grandes rivières, là où il y avait les châteaux à l'époque, parce que quand il y avait des châteaux, ça veut dire qu'ils survivaient là. Hein. Mais bref, on n'a pas fait le pas et là on va plus le faire, mais c'était des réflexions qui étaient vraiment, ça faisait peur. Ça faisait peur parce que le maraîchage, voilà, ça s'arrête. Après, il faut voir comment on continue et une des actions qu'on peut mener entre guillemets en continu, c'est d'apporter la matière organique au sol pour qu'il puisse faire éponge et pour qu'il puisse mieux subir les chocs, de diversifier le terrain avec des arbres, avec justement un jardin forestier comme il y a plein de petits modèles, mais d'adapter ça sur une plus grande échelle. On a planté les arbres, mais ça pousse. Hein, il faut que ça pousse. Et c'est des choses qui sont entre guillemets non rémunérées. Ça, c'est tous des choses qu'on retire aucun bénéfice dessus. Ça veut dire qu'il faut avoir les reins pour pouvoir investir là-dedans. Et après, pour le quotidien, ici, la région, pour moi, elle était particulièrement adaptée à ce changement climatique parce que c'est une région où il y a toujours connu le très froid, le très chaud et la végétation autour, elle gère ça déjà plutôt pas mal. Elle va avoir moins de mal à s'adapter à ces changements-là que d'autres régions. On a plutôt de la chance ici dans la région pour ce changement-là. Et pour le quotidien, on ne travaille pas l'après-midi. Hein. Voilà, dans les canicules, on peut pas. Ça veut dire que entre 3 heures et 5 heures, on n'est pas au champ. Je peux poser une question au maraîchage. Est-ce que vous avez changé de type de variété de légumes qui étaient plantés pour pouvoir s'adapter, ou est-ce que vous êtes resté sur les mêmes types de cultures? Moi, je réponds d'une manière très spécifique à mon modèle. Moi, j'ai un modèle extrêmement diversifié. Donc, par exemple, s'il y a un problème, je pense que ce choix-là, il vient aussi de là.
Et du coup, si j'ai un problème sur une culture, ça n'impactera que très peu en fait mon chiffre d'affaires de l'année. Là, par exemple, j'ai presque pas de courges parce que mes courges avaient que des fleurs mâles et j'ai pas eu de courges cette année. Je pense à cause de la chaleur principalement. Bon, je vais me débrouiller autrement en fait. Donc ça, c'est déjà cool. Après, oui. Enfin, moi, je trouve que travailler avec le maximum de plantes vivaces, c'est intéressant. Effectivement, comme tu dis, planter au maximum d'arbres, au maximum de plantes vivaces, c'est bien. On observe des choses sur les variétés, en fait, comment elles se tiennent à la sécheresse. On parle souvent de la sécheresse, mais il y a aussi le problème de la chaleur, même quand il y a de l'eau, qui est très problématique quand même pour les plantes. Moi, j'ai vraiment observé ça cette année d'une manière assez choquante. Et après, moi, je travaille aussi avec des restaurateurs parce que j'estime que les restaurateurs sont des gens qui vont pouvoir être des exemples et peut-être donner une impulsion sur comment on mange dans le futur. Alors bon, c'est un peu théorique peut-être, mais pas tant que ça. Et autant je trouve que c'est très difficile sur un marché de vendre un légume inconnu à quelqu'un qui vient faire ses courses, autant moi mes clients ils sont ouverts à ça et donc par répercussion ils cuisinent des choses qui vont être des légumes qui vont demander moins d'eau ou qui vont qui vont être différents et du coup ils le font connaître à leurs clients et peut-être que leurs clients dans 10 ans, 20 ans ils achèteront ces légumes sans trop de problèmes. Donc ça pour moi c'est une démarche qui m'intéresse aussi. Nous, on ne change pas vraiment les variétés, mais peut-être plutôt les moments de plantation. En fait, ça veut dire qu'on plante pas de salade au mois de juillet. C'est impossible parce que sinon il faut arroser en pleine journée sur les têtes pour pas qu'elles crament. Mais en termes de choix variétal, non, on n'a pas fait vraiment. On fait plus de patates douces, mais voilà. Sur ta question bouleversement climatique, moi je pense que les paysannes et paysans, et tous, pas que les bio, pas que ceux qui ont de bonnes pratiques, tous sentent le bouleversement climatique et le ressentent plus violemment que la moyenne de la population. C'est quelque chose qui est très discuté entre nous. Et alors, quand on dit bouleversement climatique, souvent le grand public, il entend plus de chaleur, moins d'eau. Alors oui, c'est ça. Mais c'est surtout un bouleversement des habitudes et des connaissances, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus c'est une perte de repères qui est très importante. Les solutions techniques, moi, je suis pas inquiet du tout sur les solutions techniques. Ça s'appelle l'agroécologie. Il y a des populations qui vivent au Maghreb, qui arrivent très bien à vivre depuis quelques millénaires. On devrait réussir à tenir le coup. C'est pas pour moi le sujet, les solutions techniques. Le sujet, c'est le problème culturel, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une certaine habitude, une certaine connaissance, un certain savoir autour de notre territoire et de comment on cultive chez nous. Et ça, il faut le changer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on cultive depuis des siècles chez nous, qu'on va arrêter de cultiver. Et il y a des choses qu'on n'a jamais vues de notre vie, qu'on va se mettre à cultiver. Et c'est ça le plus dur. Aller expliquer à un bourguignon qu'il peut plus faire de pinot noir, aller expliquer à un grassois qu'il peut plus faire de rose, aller expliquer qu'il faut planter du titri et du féjois. C'est des choses qui sont très compliquées. Et je le dis, c'est une formule que je dis dans le livre en plaisantant, en parlant de la rose, c'est on va pas déménager papy, en fait. C'est-à-dire que à un moment, tu sais faire de l'abricot dans la vallée de l'abricot, machin, les abricots, ils tiennent plus où ils sont. Bon, les gens qui savent faire de l'abricot, ils vont pas déménager. Pourtant, l'abricot, il faut qu'on le mette ailleurs en France. Donc, il y a d'autres personnes. Donc, c'est un transfert de savoir, c'est un transfert de compétences. C'est un bouleversement des habitudes culturelles qu'on ne mesure, que la plupart des gens ne mesurent pas. Et c'est ça le plus compliqué. C'est pas savoir comment on fait de l'abricot un peu plus haut, ou comment on fait du titri, ou comment on s'adapte au maraîchage quand les températures dépassent les 40 degrés au mois de juin. L'humanité sait faire ça. Et on a de plus en plus de connaissances là-dessus. Donc moi, dans mon coin, c'est ce à quoi je m'applique maintenant. C'est pour ça que j'ai pris cette nouvelle parcelle. C'est que j'essaye de mettre en place une parcelle adaptée au bouleversement climatique. Un petit écriteau. Pardon ? Tu l'as mis un petit écriteau ? Ça va venir. C'est à la fin. Mais c'est clairement la thématique de cette parcelle. Et je pense que ça passe
en priorité par la diversité des plantations. Et parce qu'aujourd'hui, on voit que les filières qui morflent le plus, c'est les filières en monoculture. Enfin, on entend rarement les maraîchers au bout de leur vie parce que ce que tu viens de dire, tu rates une culture, tu passes un code monoculteur, tu en mets une autre et tu te rattrapes sur celle d'avant et sur celle d'après, etc. Alors que voilà, tu fais, je reprends mon histoire de l'abricot. De la vigne. Tu fais de la vigne. Tu fais de la vigne, et Dieu sait que j'aime la vigne. Tu fais de la vigne, voilà, t'as un problème, t'as tes yeux pour pleurer, quoi. Donc c'est ça le plus compliqué, c'est diversification. Oui, il y a le variétal, bien sûr qu'il y a les sols, les pratiques, adapter les outillages, autoproduire son énergie, être moins dépendant des choses extérieures, les engrais verts, la préservation de la biodiversité, une gestion de l'eau avec des pilotages. Enfin, on sait faire tout ça, globalement. On sait faire, sauf qu'il faut apprendre, il faut transférer, et ça, je crois qu'on n'est pas prêt. Donc arrêtez de boire du vin et mettez-vous au pastis, puisque c'est la réglisse qu'on réinstalle à la place des vignes dans les Bouches-du-Rhône en ce moment. Non, ce que je voulais dire aussi, enfin moi, juste pour élargir au-delà de l'agricole, mais moi, avant d'être militante écologiste ou je sais pas quoi, ou maraîchère, j'étais aussi militante décoloniale. Et en fait, tout ce qu'on mange, 80-90% des légumes qu'on mange aujourd'hui, qu'on pense qu'ils font partie de notre tradition, c'est des légumes qui viennent d'Amérique et qui ont été ramenés au moment de la colonisation et qui en fait ont été mis en place et mis dans nos habitudes parce que c'était plus joli, c'était plus fantaisie, parce que le roi l'avait mis dans son jardin en premier et puis que machin. Et en fait, c'est ça notre histoire culinaire. Donc la tomate et le basilic et tout ça, bah c'est pas italien quoi. Tu vois, enfin, donc donc des fois aussi, on peut aussi tout simplement aller rechercher très très simplement qu'est-ce qui. Enfin, il y a des démarches qui sont très jusqu'au boutiste comme ça, d'aller voir qu'est-ce qu'on plantait avant. Non, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen, mais en tout cas déjà se poser les questions de qu'est-ce qu'on mange tous les jours. Est-ce que vraiment c'est utile dans notre régime alimentaire? D'où ça vient? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin, quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un café tous les jours? Moi, je suis accro, hein, mais c'est un peu problématique quand même. Voilà, donc il y a aussi, c'est aussi des questions qu'on devrait se poser collectivement et qui sont hyper intéressantes. Je trouve, philosophiquement, et avec quoi on se soigne, avec quoi on se nourrit, avec quoi on se parfume, avec quoi, enfin, c'est d'où ça vient en fait. Merci. Ça fait rire des gens apparemment. On reprend la lecture. Ça vous va? Oui. Ça va, vous dormez pas? Il fait trop froid pour un. Moi aussi j'ai froid. C'est cher. C'est bougé. Hein. C'est toi qui sais. Dimanche 20 mars, jour de repos, si ce n'est 2 heures de collage d'étiquettes dans le salon avec toute la smala, ainsi qu'1 heure de mail pour rameuter les clients et préparer la journée de demain. Je n'ai pas regardé la météo. Je répète, je n'ai pas regardé la météo. J'aimerais bien n'avoir à le faire que veille de week-end, histoire de programmer un ciné si la rando tombait à l'eau. Mais non, ne pas la regarder est source d'inquiétude. Des fois, que je ne sois pas au courant d'un changement subi. La regarder m'amène à des considérations logistiques sur 10 jours, avec tes plans B, C, D et leurs petits. J'ai parfois l'impression de jouer une gigantesque partie d'échecs avec les éléments sans fin, sans repos, si ce n'est un jour de temps en temps. Un jour qu'il faut savoir savourer. Lundi 21 mars. J'ai des échardes en permanence, dans les mains, dans les bras, les avant-bras. Elles font partie de moi. Les gants que je porte 80% du temps protègent de 80% des intrusions. Je ne me plains pas. Mon corps s'y est fait. Et ne les rejette plus. La douleur ne prend plus la peine de s'égosiller pour si peu. Dimanche... Samedi 9 avril. La distillation
du petit grain du jour annonçait la saison de la fleur d'oranger. Des amis dans l'atelier, autour de l'alambic, un peu d'explications, beaucoup de discussions, chacun qui vague à ses obligations, tout en étant pleinement présent avec les autres. J'ai fini de coller mes étiquettes de confiture, Mylène aussi. Elle en profite pour caler ses livraisons quand Franck dégustait pour la première fois la glace à la fleur d'oranger et mettait le nez sur mes hydrolats. On a fini tard autour d'un risotto et d'un pinot gris. Le bilan de la journée ne peut pas se compter en litres d'hydrolat et nombre d'étiquettes, encore moins en euros. Nous avons vécu, nous sommes fatigués, nous avons envie de recommencer demain. Dimanche 10 avril. La MSA est la pire administration du monde. Je me bats depuis des mois pour régulariser ma radiation intempestive sous prétexte que j'avais transmis ma parcelle principale à Adrien et qu'il n'avait pas enregistré mes autres parcelles. À leurs yeux, je n'étais donc plus agriculteur sans qu'ils ne prennent la peine de m'en informer. La MSA est un symptôme de la considération qu'on porte aux agriculteurs. Si nous n'avons besoin de rien, on nous fout la paix, sinon on morfle davantage que les autres citoyens. Lundi 11 avril. Le résultat des présidentielles m'a mis de mauvaise humeur. J'ai eu envie d'envoyer chier tout le monde, sans raison, pour le principe, chaque instant. Jeudi 12 mai. Dernier jour pour notre ouvrière agricole, je pense. Les doigts piqués par les épines lui sont désormais intolérables. Le soleil est scandaleusement agressif, le sol définitivement trop bas, la pente insupportable, les charges démesurément lourdes. Elle me répétait l'admiration qu'elle avait pour ce métier avant de partir chez le médecin pour qu'il constate son incapacité à poursuivre. Paysan est le plus beau métier du monde quand on l'aime, le pire métier du monde quand on le subit. J'ai mis le truc au mauvais endroit. Ah non, c'est là. C'est là? Ça? Il y en avait un autre. Il y en avait un avant. Attends. Non, on va le trouver. Non, je sais pas où il est. Mercredi 18 mai. Après une matinée cueillette de la rose, j'ai passé le reste de la journée à désherber de jeunes arbres, accroupis sous un soleil en furie. Conclusion, j'ai hérité d'un ridicule coup de soleil entre le haut de mes chaussettes et le bas de mon pantalon qui se relevait alors que je me baissais. Bien que je porte un chapeau, ma nuque est crabée du 1er janvier au 31 décembre. Bien que je porte des poils, mes avant-bras sont en surchauffe eux aussi. Quand je désherbe avec des outils, que je me protège avec casque anti-bruit et visière, je ne peux pas porter de chapeau et j'oublie souvent mon bandana, ce qui ravit ces sournois d'UV. Je hais la crème solaire, mais vu que la chimio ne m'enchante pas non plus, je crois que je vais devoir m'y mettre. Je lis la suite là. Vendredi 20 mai. Les sensations habitent des tableaux complexes. Recomposition des informations des 5 sens. Elles en sont une synthèse, l'essence d'un moment particulier. Cela fait 2 semaines que je cueille de la rose. Le ressenti de ce matin était unique. La fraîcheur de la nuit disputait l'arrivée brutale du soleil. Nous cueillons dans l'humidité matinale depuis le premier jour. La rosée emprisonnait les parfums. Aujourd'hui, pas une goutte, ni sur les pétales, ni sur les feuilles, ni sur l'herbe. La lumière crue éclaire la puissante fragrance des roses venues nous saisir avant que nous embrassions la plantation en descendant le chemin touffu, chargé de nos jutes, tabliers, chapeaux de paille et gourdes. À l'odeur, nous savions que ce jour n'était pas comparable au précédent. Samedi 21 mai. Il n'empêche, les distillations nocturnes deviennent plus relâchées, les étoiles davantage visibles. Je suis assis, dans l'atelier en bas de la maison. La porte coulissante du garage est grande ouverte. Elisa est allée se coucher sans moi, encore. Les gaz brûlés me piquent les yeux, tandis que je les plisse pour regarder ma montre. Je note mes temps de distie et calcule mon rendement. Je m'étire en gonflant mes poumons. La cour est plongée dans le noir. Un chat passe, il y a toujours un chat qui passe.
comme il y a toujours des pensées vagabondes qui peuplent les solitudes noctambules. Samedi 30 avril. Si d'un claquement de doigts, un mauvais génie venait à bannir l'entraide entre paysans, la moitié en crèverait la bouche ouverte. Tu n'as pas le droit de te fâcher avec tes collègues. S'ils ont un problème, tu y vas. Si tu as un problème, tu les verras. Plus ou moins vite, mais quand même, la solidarité reste bien vivante. Plutôt que de solidarité, il faudrait parler de coopération. Peut-être parce que nous avons tous la certitude de galérer un jour dans ce métier, ainsi que la conscience aiguë des graves répercussions que cela peut entraîner sur la vie professionnelle. Quand tout le monde est dans la merde, chacun est moins puant. Dimanche 1er mai. Oh, quelle cueillette! Mais quelle belle cueillette! Une parcelle tombée du ciel hier soir, fournie et confortable. Des renforts rameutés au dernier moment, qui ne se connaissaient pas entre eux. Des minots, des vieux, une météo splendide, de la joie, des kilos. L'effet de la cortisone qui décuple mon énergie. 7 heures, 24 heures de distillation comprises, entamée par Mylène qui avait apporté des fleurs. Demain, distillation à 6 heures, avant qu'Adrien ne la termine, puis que j'aille l'aider à accueillir le soir. Quel pied! À mes yeux, ces extraits ils parlent de l'épuisement mental, de l'épuisement émotionnel, de l'épuisement financier, de ce que dans un monde non agricole, on dirait burn-out. Et cet épuisement, il est contrebalancé par la satisfaction du travail accompli, souvent par la joie qu'on lit. Il y a quelque chose de très fort aussi autour du besoin de lien humain, de l'amour des autres. Et puis une très grande sensibilité au vivant aussi, et à la matérialité des choses, ainsi qu'aux sensations physiques et mentales. J'ai lu beaucoup d'ouvrages agricoles dans mon enfance, dans mon adolescence, et j'ai jamais trouvé ça dans les différents magazines et bouquins. C'est-à-dire que quand on lit, on a l'impression que le soleil nous brûle, que le froid nous attaque les orteils, mais aussi que la beauté de certains moments nous transperce. Et il y a un petit renouvellement de la littérature autour de l'agriculture, mais je voulais simplement saluer, waouh, regardez tout, c'est incroyable. Santé. Saluer justement cette sensorialité-là et cette poésie qu'on retrouve dans ce livre et qui ne s'attache pas uniquement aux éléments productifs et techniques dont on est souvent habitué dans l'agriculture. Et en lien avec ce stress et cet épuisement qu'on a mentionné là, du fait à la fois du foncier, du bouleversement climatique et puis de la difficulté du travail, j'aimerais savoir, pour tous les trois, si c'était à refaire, si vous referiez. 10 fois, 20 fois, 1000 fois, moi, sans hésiter. Ouais, moi aussi. Oui, pareil, pas de regret. Incroyable. Et comment on reste motivé ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé quand c'est aussi difficile ? Moi, je pense on s'en est déjà parlé de ça, donc vraiment, c'est ce qui me vient automatiquement. Le problème, c'est pas de rester motivé. Le métier est motivant. Moi, je reste persuadé que c'est le plus beau métier du monde, vraiment. Le problème, c'est comment on n'est pas démotivé par le métier. Et la différence, elle est vraiment hyper importante. C'est-à-dire que le métier est motivant, c'est beau, ça a du sens. On est en lien, on est en extérieur. Enfin, je sais pas, moi tout me parle dans ce métier. Par contre, il y a des choses qui démotivent. J'en ai déjà parlé, mais je pense que la rémunération des agriculteurs, c'est une vraie source de démotivation. C'est-à-dire que si on bossait 70 heures au cagnard ou sous la flotte, à avoir chaud, à avoir froid, et qu'on gagnait 5 000 € à la fin du mois, on se poserait pas ces questions, en fait. Hein. Donc bon, je préconise pas qu'on gagne tous 5 000 €, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, pour dire que une des démotivations, c'est le salaire. Une des démotivations, c'est la précarité du métier. C'est-à-dire, tu te fais une entorse en portant ta cagette un jour de pluie, voilà. Tu vas te faire foutre. C'est un vrai gros sujet, en fait. C'est un vrai gros sujet. Alors que c'est un sujet pour pas grand monde, en vrai, dans nos sociétés. Et ça, c'est une pauvre petite entorse. Si vous avez quelque chose de plus grave, il se passe quoi ? Et moi, je vois dans les jeunes qui s'installent, ceux qui arrêtent, c'est souvent ceux qui se mettent en couple ou ceux qui font des enfants, plutôt que ceux qui savent pas faire. C'est-à-dire que en fait, la précarité du métier, elle pèse lourdement. Et moi, je trouve que c'est ça qui est démotivant. Il y a un autre point qui peut être un peu démotivant, moi en tout cas qui me démotive,
On l'entend beaucoup, on l'a beaucoup entendu pendant la colère agricole, c'est ce qu'on appelle les contraintes administratives, les normes. Alors je déteste ce terme de normes. Il y a des lois, on les respecte pas. Voilà. Mais il est vrai que plus ça va, plus on fait des papiers, plus on doit rendre des comptes, plus on doit justifier. Du coup, il faut prendre des comptes. Voilà. Cette partie-là du métier, moi, me déplaît très fortement. Et je la trouve démotivante. Mais voilà, mais en fait, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est accès au foncier, rémunération, moi, d'un point de vue très personnel, administratif, alors j'entends que ça pèse pas à d'autres, moi, ça me pèse. Et après, tout ce qui relève de la pénibilité, on le sait quand on fait ce métier, en fait. Je veux dire, quand tu travailles dans le bâtiment, quand tu fais de la restauration, quand tu es femme de ménage, voilà, tu sais qu'il y a une pénibilité liée au métier et qui, pour moi, est supportable et acceptable quand tu le fais pour les bonnes raisons. Donc pour moi, c'est pas ça qui est... Voilà. Enfin, j'ai pas besoin de chercher la motivation, mais je cherche à fuir la démotivation. Pour moi, la pénibilité, en fait, quand on décide de vouloir s'installer en tant que maraîcher, on cherche ça aussi un peu. C'est un défi qu'on se donne à soi-même. En tout cas, ça l'était pour moi. Et parce qu'on sait que c'est dur, entre guillemets. Moi, aux études, le maraîchage, c'était le métier le plus dur que tu puisses faire, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de voir, en fait, est-ce que j'en suis capable. Ce qui motive, c'est pour nous maintenant d'être à plusieurs, de pouvoir s'appuyer sur d'autres, justement dans ces moments, et de ne pas craindre de se casser le pied à un moment et derrière tout s'écroule. Et ce qui est le cas maintenant, pour la première année depuis 10 ans. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas le choix. Et ça nous a cramé, on a bien morflé dans ces années-là. Et pourtant, on a eu à peu près toute la chance qu'on pouvait avoir en termes de terre, en termes de commercialisation, en termes d'aide financière des côtés des parents et tout ça. On a eu quasi les conditions optimum, et malgré ça, ça permettait pas d'avoir la moindre petite couille sans que tout passait, et d'avoir cette pression-là sur aussi longtemps, c'est juste épuisant. Et justement, je veux pas que notre ferme, parce que ça marche maintenant, on dit que ça marche. Non, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Dans la plupart des cas, ça ne peut pas, parce que nous, quand je vois tous les facteurs réunis nous on a eu, oui, on a pris des bonnes décisions, mais même si tu prends des bonnes décisions, tu peux toujours avoir un aléa à droite, à gauche qui fait que ça marche pas. Et le métier devrait être rémunéré beaucoup plus pour pouvoir compenser ça. Là, on a fait une belle année, mais les vieux paysans, ils ont dit, il faut que tu aies une année de trésorerie, les recettes d'une année de trésorerie sur ta banque pour pouvoir survivre. Il n'y a aucun paysan qui a ça. Il n'y en a aucun. Et il n'y a personne qui vient à l'aide quand ça tombe. Ça veut dire que, oui, la précarité du métier, elle est juste incroyable. Nous, on était 2 avec un bac+5, avec avec énormément d'aide au démarrage de tous les copains, de tous les machins. Et oui, ça a marché, mais malgré ça, on s'est cramé. Et je comprends tous j'en ai plein d'exemples des copains où ça n'a pas marché, où au bout de 5-10 ans, ils sont arrêtés, épuisés. Par contre, il y en a peu qui ont regretté. Et je pense que même si on s'arrête, en tant que collapsologue, je suis très content que le plus qu'il y ait des gens qui ont une expérience dans la paysannerie, le plus de gens qui vont pouvoir se mettre au travail le jour où on aura vraiment besoin. C'est pour ça l'idée, c'est que la ferme, maintenant, elle puisse former un maximum de jeunes pour qu'ils puissent s'installer dans des conditions. Et on a eu des jeunes qui sont installés et qui vont très bien. Et ça, c'est une des plus grandes joies que je peux avoir. Ça veut dire que c'est magnifique.
Bravo pour ça. Merci pour ça. Alors moi, je trouve que on fait un métier qui est très luxueux. Je trouve que mon métier est luxueux. Et pour moi, le luxe, c'est pas l'argent, en fait. Du coup, j'essaye de vraiment me rappeler de ça. Je trouve que j'ai 38 ans et j'ai mis jusqu'à mes 33, 34 ans, j'ai toujours eu le sentiment de pas être à ma place. Et quand je suis dans mon jardin, j'ai l'impression d'être entièrement, 100%, complètement à ma place. Et c'est émouvant pour moi de dire ça parce que c'est vrai. J'avais pas prévu ce petit moment dramatique, mais c'est vrai. Et en fait, ça pour moi, c'est le premier luxe. Le deuxième luxe, c'est de bien manger tous les jours des choses que je produis moi-même. C'est d'habiter en collectif avec une dizaine de personnes et de nourrir ces 10 personnes. Donc en fait, des fois je me dis mais même si j'y arrive pas, je sais pas, ça marche pas, en fait, je nourris 10 personnes. J'habite avec des enfants qui sont pas les miens et qui connaissent un nombre de noms de légumes que la plupart des adultes ne connaissent pas. Enfin, en fait, tout ça, pour moi, c'est de la richesse en fait. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Et je vois aussi, enfin, dans le truc de être à sa place, il y a un endroit où on peut voir l'agriculture comme un truc enfin, oui, c'est une chose où on est là en train de maîtriser les choses, essayer de les maîtriser, tout ça, d'être un chef d'orchestre, ce que tu veux. On est aussi dans un écosystème et on en fait partie, en fait, quand on est là et qu'on fait des gestes. Et pour moi, il y a rien de plus cool que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment le meilleur sentiment du monde. Et on est là, en fait. Et un peu, je sais pas, on est au milieu de notre truc, quoi. Et ça, c'est vraiment magique. Donc, j'essaie juste de penser à ce qui est magique. Et après, je pense que c'est aussi d'accorder nos choix de vie, effectivement, avec nos choix de travail. Enfin, je sais pas comment le dire, mais on parlait des enfants. Enfin, tu vois, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Et moi, j'ai eu l'impression souvent que c'était très tordu, mes choix de vie. Et en fait, aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc je nourris 10 personnes, mais ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui potentiellement peuvent venir me donner un coup de main aussi quand j'en ai besoin. Enfin, c'est quand même des choses qui sont essentielles, quoi. Et voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on tient. Je suis assez triste parce que je pense qu'on va devoir... je vais pas pouvoir poser toutes les questions que je voulais vous poser. Tout d'un coup. Alors, votre rapport au vivant, dans quelle mesure votre trajectoire professionnelle est intégrée à votre trajectoire intime et personnelle? 2-3 exemples concrets pour aider les autres à s'installer ou à rester agriculteurs, agricultrices. Les références littéraires de Jean-Noël, la fonction et le rôle d'un journal dans sa pratique professionnelle. Pourquoi se refoutre une contrainte d'écriture après 10 heures de travail? Entre autres. Est-ce que Poussy et Boyan, vous écrivez voilà, franchement, c'est un pot pourri de questions. Balance. Vous choisissez. Vous choisissez. Allez, on va sur l'écriture alors. Okay. Alors oui, alors déjà pourquoi écrire J'aime bien écrire, évidemment. C'est un bon point de départ, je trouve. Après, c'est que je voulais écrire un livre technique sur la culture des agrumes et j'avais peur d'être un peu rouillé au niveau de l'écriture. Donc en fait, je m'étais dit, tiens, un jour j'étais rentré, c'était le premier jour du printemps, j'étais tout joyeux, j'ai écrit un mot sur un carnet. J'ai fait pareil 3 jours après, je me dis, bah voilà un bon exercice, je vais faire ça tous les soirs, je vais me contraindre à écrire. J'aime beaucoup l'écriture à contrainte, l'Oulipo, Queneau, ça me plaît beaucoup. Et donc en fait, c'était juste un défi personnel. Et alors oui, c'est une contrainte par définition, parce que... Je m'excuse encore auprès de ma compagne d'avoir rallumé la lumière plus d'une fois le soir en disant merde, je vais pas écrire dans le carnet et de prendre mon stylo et de gribouiller ce qui me passait par la tête. Mais aussi c'est assez libérateur. Enfin vraiment c'est assez agréable et c'est surprenant quand ce type d'écriture. Donc la forme journal et l'écriture. Alors automatique, c'est pas tout à fait de l'écriture automatique, mais de l'écriture en premier jet comme ça. C'est hyper enrichissant pour celui qui tient le stylo aussi, parce que c'est surprenant. Enfin, vraiment, j'ouvrais mon calepin, je n'avais aucune idée de ce que j'allais raconter dedans. Je débouchais le stylo, je dis alors, je parle de quoi aujourd'hui? Et en fait, les images qui te viennent, les humeurs qui te viennent, etc., sont pas forcément les points les plus importants de ta journée ou les plus saillants. Et ça tient beaucoup à une forme d'humeur, de ressenti, de ce que tu as retenu, de ce à quoi tu cogites en ce moment. Et ça, c'est hyper plaisant à faire.
Moi, j'étais hyper étonnée parce que j'ai lu avant de te parler et je me suis dit, oh là là, quelle personne désagréable, orgueilleuse et antipathique qui semble être. Alors j'ai décroché mon téléphone un peu sous la contrainte en me disant oh, allez, serre les fesses, tu vas avoir une mauvaise discussion. Et j'étais là genre ok, douceur et tempérance au bout du fil, incroyable. Bah oui, parce que t'es né. Sa double personnalité. C'est vrai, quand j'ai relu. Alors, je suis obligé de vous raconter quand même comment ce livre est arrivé à être publié, parce que donc, c'était cet exercice, donc vraiment que pour moi, pour me défouler le soir, etc. Et j'avais rencontré une amie libraire qui m'avait fait promettre que si je tenais 1 an, donc quand on en s'est parlé, on en était à 2 mois et j'aurais commencé à en avoir ras-le-bol. Elle dit, si tu tiens 1 an, promis, tu me le fais lire. Et j'ai dit, bon, parce que je voulais le faire lire à personne, donc, que ma compagne qui le lisait de temps en temps, mais sinon je le faisais lire à personne. C'était pas fait pour être lu. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok. Et j'ai fait 1 an, elle l'a lu, elle l'a envoyé des éditeurs. L'éditeur, moi, White Project m'a appelé en disant, on publie. Je dis, attends, je vais le lire, parce que du coup, je l'avais pas lu. Je l'avais écrit, j'avais pas le temps de le taper, il me relançait. J'ai appelé ma mère en disant, tu peux pas le taper, il arrête pas de me relancer. Et du coup, je l'avais pas lu, donc je l'ai relu. Et en effet, je me suis dit, putain, mais je suis vraiment un sale type, en fait. Hein. Mais parce que ça tient beaucoup au fait que quand tu arrives à la fin de ta journée de quelques heures, et bah, quand t'es content, t'es très content. Quand t'es pas content, bah, t'es vraiment pas content. Et après, je pense qu'il y a le parti pris qu'on a eu avec Baptiste Lanaspez, l'éditeur, c'était de pas toucher le texte, en fait. Parce que si j'avais commencé à corriger le texte, à me faire passer pour un mec bien, et à tempérer tout ce que j'avais dit, à être un peu plus précis sur chaque concept, etc., on perdait la spontanéité du propos, et peut-être que chaque journée, enfin voilà, chaque idée aurait été un peu plus conforme à ce que je pense vraiment, mais par contre, on aurait perdu sur la photo globale. Et je pense que ce qui reste à la fin est plus juste que ce que je dis à chaque moment. Mais tu t'es pas froissé avec les personnes qui sont mal dépeintes ? Je me suis froissé avec une personne ou deux. Mais C'est vrai que tu cites des noms et tout. Non, mais c'est vrai. Ah oui, j'ai changé aucun nom, j'ai changé aucun mot. Voilà, j'ai enlevé. Non, bah, quitte à faire ça, autant le faire bien. On a un peu peur de ce qu'il va dire sur nous dans le prochain bouquin. C'est dans le tome 3. Non, mais après. Et celle-là à ma droite qui faisait que rire à gorge déployée. Le ronde avec 3 connards. Mais après, je pense que ce qui est. Après, là, vraiment, d'un point de vue lecteur, je suis surtout un lecteur, et moi, j'adore la forme journal pour ça, justement. C'est-à-dire que le journal, c'est de la littérature, mais c'est pas de la littérature. C'est de l'intime, mais c'est pas de l'intime. Ça en dit, sans. Et en fait, tu peux jouer comme ça sur cette brèche à une ligne, tu fais de la poésie, un autre, tu balances des horreurs, et le troisième, tu parles d'une anecdote, et la forme journal permet ça. Et déjà, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, comme chacun d'entre nous, je pense qu'on a des facettes différentes et parfois contradictoires, et je n'ai pas assez d'ego, je pense, pour essayer de m'en cacher. Donc, ça me va bien que ça sorte comme ça. C'est un peu fourre-tout, mais ça me ressemble assez. Et je préfère me froisser pour de bonnes raisons avec certaines personnes plutôt qu'à avoir à travestir ce que j'ai pensé sur l'instant, qui ne définit pas forcément ce que je pense de la personne. C'est ça qui est dur à faire. Le plus dur, c'est quand tu lis ton texte et que tu dis « Ah, c'est pas juste quand même ». Parce que je l'ai fait, hein, c'est pas juste. Alors des fois, c'est pas juste en bien. Il y a des personnes qui sont dépeintes comme extraordinaires et qui ne le sont pas forcément. Et inversement, il y a des personnes qui, voilà, sur le moment, ça chie, quoi, faut le dire. Donc je le dis, et c'est pas juste non plus. Et inversement, voilà, à la fin, tu penses que je suis un enfoiré. Non, tu vois, clairement. Donc, c'est pas juste pour moi non plus. Donc, tout le monde est quitte et va le sens. Est-ce que tu écris, Boyan ? Non, mais j'avoue que ça a donné envie parce que je me suis bien retrouvé dans, justement, je vais devoir paraître comme un salaud aussi, du coup. Mais moi, j'ai pas du tout eu la même réflexion après avoir lu le livre. Pour moi, c'était des réflexions que j'ai tous les soirs. Hein. C'est les mêmes réflexions qui passent dans la tête, juste pour digérer la journée, en fait. Et
du coup, moi, je me suis vraiment retrouvé en tant que confrère paysan avec les mêmes contraintes, avec un peu de philosophie, un peu de technicité, un peu de selon la journée qui s'est passée. Et voilà, pour moi, ça fait un journal qui, pour moi, si je savais écrire, j'aurais pu écrire un truc qui ressemble. Après, pour moi, c'est le langage entre le français et l'allemand. Je sais pas quoi choisir, mais je risque de m'y mettre, oui, parce que c'est Dans c'est une cool. visée thérapeutique. Oui, parce que c'est ça. Pour moi, ça a clairement un effet thérapeutique parce qu'on digère en reprenant sa journée, on digère, et pour moi, le lendemain, on se réveille mieux parce que on a fait ce qui passe direct. C'est une méditation en fait. Voilà. Pour moi, c'est une méditation quotidienne qui fait du bien à tout le monde. C'est comme se brosser les dents. Quand j'ai posé la question à Poussy de si elle écrivait, elle m'a transféré un texte. Et du coup, j'aimerais que tu nous le lises. Parce qu'il fait vraiment écho au livre de Jean-Noël. Et parce qu'il s'intègre pleinement pour moi dans un événement comme celui-ci aujourd'hui. Alors moi, j'ai une formation de dessin. Je fais un dessin par an, voire 2. J'adore écrire. J'écris un texte par an, voire 2. Assez court. Et l'hiver dernier, je me suis retrouvée dans un atelier d'écriture donné par un ami à moi. En fait, j'arrive tellement pas à voir mes amis que je dois aller à leur travail pour les voir, comme eux, ils viennent à mon travail dans le jardin. Et c'était le thème, un des thèmes du week-end d'écriture, c'était habiter. Donc j'ai écrit un texte qui s'appelle « J'habite mon jardin ». J'habite mon jardin. Mon jardin n'est pas un coquet écrin près de la chaumière. Mon jardin se situe à 28 km de ma maison. Je n'y vis pas, je l'habite. Nous l'habitons car je ne suis pas seule. Tu imagines bien. Ce n'est pas un jardin partagé, ce n'est pas un jardin ouvrier, ce n'est pas un jardin vivrier. Ce n'est certainement pas une exploitation, c'est mon jardin et il n'a pas de nom. On y entend les oiseaux et l'autoroute. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas sauvage, un jardin n'a rien de naturel ni de sauvage. Le jardin est l'archétype du lieu domestique. Les batailles de territoire y sont quotidiennes. Les moineaux fabriquent leur nid de coton en détissant les vieux draps que j'entrepose dans la grange. Les pigeons, rois du bâti en ruine, chient des kilos de fientes sur tout le matériel stocké, et même dans mes propres toilettes sèches. Les souris préfèrent les chutes de plastique, matériau phare du maraîchage, pour se faire des lits, et prennent les piles de cagettes pour des gratte-ciels à habiter, à grignoter. Les souris mangent leur habitat. C'est un peu mon cas aussi au jardin. On fait la sieste allongée sur le pourpier, et après, on le mange. Le chat dort sur les bottes de foin, donc les vaches et les moutons se nourrissent de ses poils, et du caca des pigeons, et des chauves-souris. On appelle guano les excréments de volatiles. Le guano est un excellent engrais, riche en azote et en phosphate. La grange en est tapissée. Pourtant, j'en achète parfois, qui vient du Pérou ou d'ailleurs. Du guanito industriel, 6,15,3, en granulé, des big bags de 550 kilos en plastique blanc. C'est moins chiant à déplacer à la brouette que les 25 tonnes de compost annuel. Et puis, j'ai pas le temps de gratter la grange. Oui, j'achète, c'est ça la vie domestique. Tu fabriques ta lessive avec le lierre du parc municipal, toi ? J'habite ce lieu bizarre et je fais ce travail bizarre de m'occuper de mes milliers d'enfants. Mes enfants comestibles, mes enfants certifiés bio que je mange et que je vends. Business is business. Et les rêves agroécologiques, permaculturels, durables et résilients des clients ne peuvent annuler ça. Annuler la mort au rat, annuler l'autoroute, annuler les kilomètres de tuyaux en PET made in Israël dont on ne peut se passer pour faire pousser des légumes post-coloniaux, dont on ne peut se passer pour avaler les nutriments essentiels dont on ne peut se passer pour croire qu'on est en bonne santé. Mais attention. As-tu déjà mangé un pois chiche vert, juste cueilli, le cul posé à même le sol couvert de rosée de ton habitat ? Ça a le goût de paradis. En fait, non. Ça a le goût de la maison. Your garden looks like heaven on earth, commente quelqu'un sur Instagram, et c'est la vérité. Les camions de fret passent au-dessus de nos têtes, à 90 à l'heure, ressenti 150. Il fait froid et boueux, il fait chaud à crever, et pourtant, on se sent bien. Demande à celles qui visitent. Les dépressifs comme moi repartent tout en joie. Les stressés de la ville s'y détendent systématiquement. Je vois les visages qui changent, les yeux qui s'assouplissent, les corps heureux de s'activer. C'est juste automatique. Mon jardin, c'est comme ici,
un lieu de travail que l'on habite, un lieu d'activité où l'on accueille comme chez soi. On, c'est toute la vie qui était là avant et qui restera après moi. Je vais vous passer la parole et je vous lis 2 derniers extraits avant. Vous en avez marre? Jeudi 19 mai, 4 litres d'eau bu. Mois de mai le plus chaud de l'histoire. 7000 m² désherbés à 2. Des arbres assoiffés à secourir en urgence. Une jeune couleuvre qui mange un gecko. 2 ouvriers qui nous manquent. Des urgences de tous les côtés. Ce sentiment frustrant de savoir qu'on ne pourra pas tout bien faire. 0 nuage à l'horizon. Un livre à écrire en 40 jours. 5 distillations à assumer ce week-end. Il est 23h et l'eau de rose s'écoule, tout doux. L'impression d'être coincé dans une faille spatio-temporelle. Samedi 25 juin. La réalité du métier m'a adouci. Je ne pense plus qu'il y a les gentils et les méchants. Pourtant, mes utopies me guident encore et toujours. Je rejette les termes contradictoires de révolutionnaire et gestionnaire, tout autant que je m'y reconnais. Je veux être un acteur de la transition, un accoucheur du monde qui vient. Fini.